À partir d'ici, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h. En haut, le cartouche rouge m'informe que je m'apprête à entrer sur la route nationale 205. Le cartouche vert m'indique qu'elle fait partie de la route européenne numéro 25. En dessous, le panneau bleu m'indique que cette route nationale va se transformer en autoroute. En poursuivant sur cette route, la nationale 205 devient l'autoroute A40. Une fois sur l'autoroute A40, je pourrais me diriger vers Lyon, Annecy ou Genève. En dessous, les panneaux blancs m'informent des prochaines sorties. Le panneau bleu carré avec une voiture m'indique qu'il s'agit d'une route à accès réglementé. La vitesse y est limitée à 110 km/h au maximum. En dessous, les panneaux d'interdiction rond et rouge rappellent que les piétons, cyclistes, engins agricoles et cyclomoteurs n'y sont pas autorisés. À partir d'ici, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A, 110 km/h. À la prochaine intersection, je devrais céder la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau rectangle avec un liseré rouge m'annonce une entrée en agglomération. À partir d'ici, la limitation de vitesse est abaissée à 50 km/h. Le panonceau jaune au-dessus m'informe que je circule actuellement sur la route départementale 1015. Enfin, le panneau losange jaune m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Je n'aurai donc pas à céder la priorité aux prochaines intersections. En ville, restez vigilants, les piétons sont toujours prioritaires près des passages cloutés, et les cyclistes sur les pistes ou bandes cyclables. À la prochaine intersection, je devrais céder la priorité. Réponse B, non. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. Dans la zone 1, un piéton est en train de traverser. La visibilité de ce piéton est masquée par un véhicule arrivant en sens inverse. Cette situation peut être extrêmement dangereuse. En effet, si je n'ai pas vu ce piéton pendant cette courte fenêtre de temps, je risque de ne pas anticiper et d'entrer en collision avec lui. La zone 2, quant à elle, ne représente pas de danger particulier. On peut d'ailleurs constater que le rétroviseur du véhicule stationné est replié, ce qui indique que personne ne se trouve à l'intérieur. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1. Une moto remonte la voie dans ma direction. Je dois, réponse A, faire des appels de phare, réponse B, klaxonner, réponse C, serrer à droite. Je circule sur une route à double sens et la circulation est dense. Dans ce genre de situation, les motards remontent souvent les fils de voiture par le milieu de la chaussée. Mon devoir est de leur faciliter le passage. Dans de telles conditions, klaxonner ou faire des appels de phare est inutile. Cela créerait une situation d'incompréhension pour l'ensemble des usagers. De plus, les forces de l'ordre pourraient vous verbaliser d'une amende de 35 € pour usage abusif du klaxon. Dans cette situation, je dois me décaler à droite pour faciliter le passage du motard. Réponse C. Dans cette situation, réponse A, je passe, réponse B, je m'arrête, ma vitesse va être limitée à, réponse C, 20 km/h, réponse D, 50 km/h.
Le panneau carré en haut est un panneau d'indication. Il est implanté lors d'un rétrécissement de la chaussée afin d'indiquer la priorité de passage. Dans cette situation, je suis donc prioritaire à une condition près. Le panneau en dessous rappelle la règle. Je suis prioritaire sauf si un véhicule est déjà engagé. Dans ce cas, je cède le passage au véhicule venant en face. Le panneau carré en bas m'indique une zone de rencontre. À partir de celui-ci, je devrais partager la chaussée avec des piétons et des cyclistes. La limitation de vitesse y est abaissée à 20 km/h. Dans cette situation, réponse B, je m'arrête. Ma vitesse va être limitée à, réponse C, 20 km/h. Réponse B et C. La zone principale de danger se trouve tant. Réponse A, zone 1. Réponse B, zone 2. À cet endroit, la route passe d'une voie à deux voies, ce qui pourrait me tenter de m'insérer sur la voie de gauche. La voiture numéro 2 devant moi ne présente pas de danger particulier. La zone principale de danger se trouve derrière moi. Un motard s'apprête à me dépasser par la gauche. Il est crucial de toujours vérifier l'absence d'usager derrière vous avant de changer de direction. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette série du Code de la route. Abonne-toi pour ne pas louper les nouvelles séries et mets un like pour soutenir la chaîne. Allez, on continue. Question 7. Pour aller à cette station-service, je passe avant ce cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, il est important de respecter la priorité des cyclistes qui sont des usagers vulnérables de la route. Même si vous souhaitez accéder à cette station-service, vous ne pouvez pas dépasser ce cycliste ou couper sa trajectoire. Vous devez le laisser passer avant de tourner. Attention, ne pas respecter cette règle vous expose à une amende de 135 €. Pour aller à cette station-service, je passe avant ce cycliste. Réponse B, non. Dans cette situation, réponse A, je suis prioritaire. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je recule. Dans un croisement difficile, le véhicule montant a la priorité sur celui qui descend. Il faut également prendre en compte que le véhicule le moins encombrant doit faciliter le passage au plus imposant. Dans cette situation, je circule en descente et le croisement est impossible. Je dois donc faciliter le passage aux usagers qui montent. Par ailleurs, il est inutile de klaxonner. La seule solution est de reculer jusqu'à un endroit où le croisement sera possible. Dans cette situation, réponse C, je recule. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A, des voitures. Réponse B, des cyclistes. Je dépasse ce cycliste. Réponse C, oui. Réponse D, non.
La signalisation indique une interdiction de dépassement pour les véhicules motorisés. Elle est matérialisée par la ligne médiane continue. Cependant, dépasser un cycliste n'est pas interdit. Toutefois, attention, des travaux bloquent une partie de la chaussée. Cette configuration ne me permet pas de dépasser ce cycliste en toute sécurité. En effet, le temps et l'espace nécessaires pour manœuvrer sont insuffisants. La signalisation autorise le dépassement, réponse B, des cyclistes, je dépasse ce cycliste, réponse D, non, réponse B et D. Quel véhicule a la priorité de passage? Réponse A, voiture numéro 1, réponse B, voiture numéro 2. Les véhicules numéro 1 et 2 arrivent à un croisement avec un stop. Cela signifie qu'ils ne circulent pas sur l'axe principal. Ils doivent donc marquer l'arrêt et céder le passage à gauche et à droite. La voiture numéro 1 veut aller tout droit. La voiture numéro 2 souhaite tourner à gauche et changer de direction. Elle doit céder le passage au véhicule numéro 1 pour deux raisons. Premièrement, en tournant à gauche, elle va changer de direction et couper la trajectoire du véhicule numéro 1. Deuxièmement, si la voiture numéro 2 s'engage, la voiture numéro 1 se retrouve à sa droite. La priorité à droite s'applique. En changeant de perspective, on peut mieux se rendre compte qu'une fois engagée, la voiture numéro 1 se trouve à droite de la voiture numéro 2. Donc la voiture numéro 2 doit céder la priorité à la voiture numéro 1. L'ordre de passage correct est donc la voiture numéro 1 passe en premier, puis ensuite la voiture numéro 2. Quel véhicule a la priorité de passage? Réponse A, voiture numéro 1. Ce réservoir concerne réponse A, l'huile moteur, réponse B, le liquide d'essuie-glace, réponse C, le liquide de refroidissement. Pour obtenir votre permis, vous devez connaître la fonction de chaque réservoir se trouvant dans le compartiment moteur. N'hésitez pas à agrandir l'image en écartant vos doigts sur l'écran. En numéro 1, il s'agit du réservoir de liquide de refroidissement du moteur. Ce liquide régule la température du moteur en évacuant l'excès de chaleur par le radiateur du véhicule. En numéro 2, il s'agit du réservoir d'huile moteur avec sa jauge de contrôle du niveau d'huile juste en dessous. Le réservoir numéro 3 permet d'ajuster le niveau de liquide de frein. Enfin, le réservoir numéro 4 permet d'ajouter du liquide d'essuie-glace. Il est généralement de couleur bleue. À noter, la disposition de ces réservoirs peut varier d'un véhicule à l'autre. Ce réservoir concerne, réponse B, le liquide d'essuie-glace. Le voyant affiché dans le rétroviseur indique, réponse A, le clignotant, réponse B, le dégivrage, réponse C, l'indicateur de présence d'angle mort. L'indicateur de présence d'angle mort est un dispositif installé dans certains véhicules qui aide à prévenir les collisions causées par les véhicules se trouvant dans les angles morts du conducteur. Ce système utilise des capteurs situés sur les côtés et l'arrière du véhicule pour détecter la présence de véhicules dans la zone non visible directe du conducteur. Lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort, le système émet généralement un avertissement visuel ou sonore. Cela permet d'alerter le conducteur d'un danger potentiel. Le voyant affiché dans le rétroviseur indique, réponse C, l'indicateur de présence d'angle mort. En cas d'accident, le système e-call prévient les secours automatiquement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce système peut être déclenché manuellement. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'e-call est un système d'appel d'urgence automatique. Il est installé dans tous les véhicules récents.
Si vous êtes victime d'un accident grave, un appel d'urgence est envoyé automatiquement vers une centrale d'appel d'urgence. L'alerte peut aussi être donnée en appuyant directement sur le bouton SOS. Le système partage votre position, le nombre d'airbags déclenchés et transmet une estimation de la gravité de l'accident. L'e-call est connecté au service d'urgence européenne. Vous pouvez également contacter ce service en composant le 112. En cas d'accident, le système e-call prévient les secours automatiquement. Réponse A, oui. Ce système peut être déclenché manuellement. Réponse C, oui. Réponse A et C. Ce voyant rouge sur le tableau de bord concerne le liquide de frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur le tableau de bord, les témoins rouges sont des voyants d'alerte. Ils signalent un problème grave. Lorsque vous démarrez le moteur, les voyants s'allument et s'éteignent automatiquement quelques secondes après le démarrage. Si un voyant reste allumé, cela peut indiquer un problème. Voici les principaux voyants de problèmes graves à connaître. Ils sont à apprendre par cœur. Le voyant numéro 1 signale une défaillance des freins, c'est-à-dire une baisse de pression du circuit de freinage ou un niveau de liquide de frein trop bas. Le voyant numéro 2 signale une pression anormale de l'huile moteur. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe de l'huile moteur. Le voyant numéro 4 signale une température anormale du liquide de refroidissement. Enfin, le voyant numéro 5 signale que le frein à main est activé. N'oubliez pas, en cas d'allumage d'un voyant rouge en conduisant, il est recommandé de s'arrêter dans un endroit sûr et de contacter un garagiste. Ce voyant rouge sur le tableau de bord concerne le liquide de frein. Réponse A, oui. Sur l'autoroute, avec le permis probatoire, la vitesse est limitée à réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h. Ce panneau est implanté sur l'autoroute pour rappeler les limitations de vitesse aux conducteurs. 130 km/h par temps sec et 110 km/h quand il pleut. Sur l'autoroute, les limitations de vitesse des jeunes conducteurs en permis probatoire sont plus basses. Avec votre permis probatoire, votre vitesse maximale va être limitée en fonction du type de chaussée. Sur l'autoroute, lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h, vous serez limité à 110 km/h. Sur les routes à accès réglementé ou les rocades, la limitation de vitesse passe de 110 km/h à 100 km/h. Sur les routes hors agglomération à double sens de circulation sans séparateur central, la vitesse maximale reste fixée à 80 km/h maximum. Rappelez-vous qu'en tant que jeune conducteur, les limitations de vitesse comprises entre 0 et 80 km/h sont les mêmes pour tout le monde. Sur l'autoroute avec le permis probatoire, la vitesse est limitée à, réponse A, 110 km/h. Dans 2800 mètres, je vais rencontrer, réponse A, une sortie, réponse B, une bifurcation. Des travaux sont en cours dans, réponse C, 400 mètres, réponse D, 4000 mètres. Le panneau bleu à droite annonce une bifurcation d'autoroute dans 2800 mètres. Une bifurcation est un endroit où l'autoroute se divise en deux, permettant de changer de direction tout en restant sur l'autoroute. Dans 2800 mètres, je pourrais rester sur l'autoroute A40 ou bifurquer sur l'autoroute A411. À gauche, le panneau à message variable m'annonce que dans 4 km, donc dans 4000 mètres, des travaux sont en cours. La chaussée va passer de 2 voies à 1 voie. Dans 2800 mètres, je vais rencontrer, réponse B, une bifurcation. Des travaux sont en cours dans, réponse D, 4000 mètres. Réponse B et D. Sur l'autoroute, la vitesse minimale à maintenir sur la voie de gauche est de 80 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Je circule actuellement sur l'autoroute comme l'indique le panneau bleu de direction à droite. Sur l'autoroute, la vitesse maximale est de 130 km/h par temps sec pour les conducteurs expérimentés, mais elle est limitée à 110 km/h pour les jeunes conducteurs en permis probatoire ou par temps de pluie. Une règle importante concerne la voie de gauche. La vitesse minimale à y maintenir est de 80 km/h dans des conditions normales. Cette règle s'applique spécifiquement lorsque la circulation est fluide et que les conditions météorologiques assurent une bonne visibilité et adhérence. Le panneau rond et bleu visible sur l'image rappelle cette règle. Il s'agit d'un panneau de vitesse minimale obligatoire indiquant qu'il faut rouler à au moins 80 km/h sur cette voie dans les conditions mentionnées. Sur l'autoroute, la vitesse minimale à maintenir sur la voie de gauche est de 80 km/h. Réponse A, oui. Dans 100 mètres, la voie de gauche est réservée. Réponse A, aux travailleurs de la route. Réponse B, aux détenteurs d'un badge télépéage. Réponse C, aux tracteurs. La couleur bleue de ce panneau m'indique que je circule sur une autoroute. Le panneau m'indique également les différents moyens de paiement acceptés. Je peux donc en déduire qu'il s'agit d'un péage. Dans 100 mètres, la flèche indique clairement que seuls les véhicules équipés d'un badge télépéage pourront emprunter cette voie. Pour ceux qui ne le savent pas, ce badge permet de passer les péages autoroutiers sans s'arrêter, en réglant automatiquement les frais de passage via un abonnement. Les tracteurs ne sont pas autorisés sur l'autoroute et les travailleurs de la route ne sont pas les seuls concernés par cette voie. Dans 100 mètres, la voie de gauche est réservée. Réponse B, aux détenteurs d'un badge télépéage. Ma vitesse est limitée à réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Je circule sur l'autoroute. Réponse C, oui. Réponse D, non. À droite, les panneaux lumineux affichent la limitation de vitesse. Elle est limitée à 90 km/h pour les véhicules légers et à 80 km/h pour les véhicules dont le poids dépasse 3,5 tonnes. Ce genre de limitation existe sur les autoroutes ou les routes nationales. La différence entre une autoroute et une route nationale se fait principalement par la couleur des panneaux, bleu pour l'autoroute et verte pour les nationales. De plus, les autoroutes sont généralement soumises à un péage, tandis que les routes nationales ne le sont pas. La limitation de vitesse est également différente. Elle est fixée à 130 km/h sur l'autoroute et à 110 km/h sur les routes nationales. Ici, le cartouche en haut du panneau indique N346, ce qui signifie route nationale 346. Si je prends la voie de gauche, le panneau m'indique que je rejoindrai l'autoroute en direction de Paris. Ma vitesse est limitée, réponse B, à 90 km/h. Je circule sur l'autoroute, réponse D, non. Réponse B et D. La signalisation annonce une descente d'une longueur de 2,5 km. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que la route descend de 7,5 mètres tous les 100 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. La signalisation annonce une descente avec une pente de 7,5% sur une distance de 2,5 km. Le chiffre 7,5% signifie que pour chaque 100 mètres parcourus horizontalement, la route descend de 7,5 mètres verticalement. Cela permet d'estimer l'inclinaison de la pente. Dans ce genre de situation, il est important d'utiliser le frein moteur afin d'éviter une surchauffe des freins, en particulier si vous conduisez un véhicule lourd ou chargé. Attention aux poids lourds dans les pentes abruptes car ils peuvent circuler à très faible vitesse. La signalisation annonce une descente d'une longueur de 2,5 km. Réponse A, oui. Que la route descend de 7,5 mètres tous les 100 mètres. Réponse C, oui. Réponse A et C. Durant mon temps de réaction, à 50 km/h, je parcours environ 15 mètres.
Réponse A, oui. Réponse B, non. Le temps de réaction désigne la durée en secondes entre le moment où le cerveau du conducteur perçoit une information et l'instant où son pied commence à appuyer sur la pédale de frein. Cette seconde de temps de réaction correspond également à la distance parcourue par le véhicule avant que le freinage ne débute. Il faut en moyenne 1 seconde au cerveau entre le moment où vous décidez de freiner et le moment où vous commencez à freiner. Durant cette seconde de temps de réaction, votre véhicule continue d'avancer. Plus votre vitesse est élevée, plus la distance parcourue par votre véhicule augmente. Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction qui est d'1 seconde, je convertis ma vitesse de km/h à vitesse en mètres par seconde. Pour la convertir, c'est très simple, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse par 3. Par exemple, à 50 km/h, je prends le chiffre 5 et je le multiplie par 3. Donc 5 fois 3 égale 15. À 50 km/h, je parcours environ 15 mètres en 1 seconde. Donc à 50 km/h, durant mon temps de réaction d'1 seconde, je parcours environ 15 mètres avant de commencer à freiner. À retenir, le temps de réaction ne change pas, il est toujours d'1 seconde. Que ma vitesse soit de 50 km/h ou 130 km/h, mon temps de réaction reste d'1 seconde. Durant mon temps de réaction à 50 km/h, je parcours environ 15 mètres. Réponse A, oui. Une voiture arrive. Je passe en feu 2. Réponse A, brouillard. Réponse B, croisement. Réponse C, route. Je circule de nuit sans éclairage public. Je dois donc rouler en plein phare, appelé aussi feu de route. Devant, au loin, une voiture arrive dans ma direction. Pour ne pas éblouir le conducteur lors du croisement, je passe en feu de croisement. Une fois le croisement effectué, je repasse en feu de route. Une voiture arrive, je passe en feu de, réponse B, croisement. La portée minimale des feux de route est de réponse A, 50 mètres, réponse B, 100 mètres, à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse C, 50 mètres, réponse D, 100 mètres. La portée minimale des feux de route est de 100 mètres. À 100 km/h, la distance d'arrêt, c'est-à-dire la distance nécessaire pour s'arrêter complètement après avoir freiné, est également de 100 mètres. Pour calculer la distance d'arrêt, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la dizaine par lui-même. 10 fois 10 est égal à 100, donc à 100 km/h, il faudra environ 100 mètres pour m'arrêter. À noter, la distance d'arrêt prend en compte le temps de réaction et la distance de freinage. La portée minimale des feux de route est de réponse B 100 mètres, à 100 km/h, la distance d'arrêt est de réponse D 100 mètres, réponse B et D. Le voyant concernant les feux arrière est le réponse A voyant numéro 1, réponse B voyant numéro 2, réponse C voyant numéro 3, réponse D voyant numéro 4. Sur un véhicule, il existe deux types de feux arrière, les feux de recul et les feux de brouillard arrière. Seuls les feux de brouillard arrière sont activables depuis une commande sur le tableau de bord. Sur l'image, le voyant des feux de brouillard arrière est représenté par le voyant numéro 4. Le voyant bleu numéro 1 représente les feux de route ou plein phare. Le voyant vert numéro 2 représente les feux de croisement. Le voyant vert numéro 3 représente les feux de brouillard avant. Et le voyant orange numéro 4 représente les feux de brouillard
auxiliaire arrière. Le voyant concernant les feux arrière est le, réponse D, voyant numéro 4. En cas de panne de batterie, le moteur du véhicule branché à ma batterie doit être, réponse A, allumé, réponse B, éteint. En cas de panne de batterie, il est possible de s'aider d'un autre véhicule pour démarrer. Pour cela, on utilise des câbles spéciaux afin de relier les deux batteries. Il suffit de brancher les bornes positives entre elles et de faire la même chose avec les bornes négatives. Au moment d'allumer le moteur de la voiture en panne, il est important que le moteur du véhicule de secours soit en marche. Sinon, celui-ci risque de ne pas délivrer suffisamment de puissance. Et si l'on insiste, les deux véhicules seront en panne de batterie. Si votre batterie est à plat, vous pouvez aussi utiliser un chargeur de batterie. En cas de panne de batterie, le moteur du véhicule branché à ma batterie doit être, réponse A, allumé. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Et passible d'une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous circulez en trottinette ou à vélo, il faut respecter le code de la route. Des patrouilles spéciales sont déployées pour contrôler les infractions, comme par exemple le défaut d'éclairage, le changement de direction sans avertissement préalable, avoir un passager, dépasser la vitesse maximale autorisée, circuler sur le trottoir en agglomération, porter des oreillettes ou un casque. L'usage du téléphone tenu en main est également interdit. En cas de non-respect de cette règle, vous êtes passible d'une amende forfaitaire de 135 €. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse B, non. Est passible d'une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse B et C. Quel véhicule est stationné de la manière la plus sécurisée? Réponse A, voiture 1. Réponse B, voiture 2. Pour stationner dans une descente, il est préférable de braquer les roues vers le trottoir. Ainsi, si le frein à main se relâche, le véhicule est arrêté par la bordure. Il existe une autre solution en plus ou en remplacement. Enclencher la première vitesse en descente ou la marche arrière en montée. Cela vous assure l'immobilisation de la voiture grâce au moteur. Quel véhicule est stationné de la manière la plus sécurisée? Réponse A, voiture 1. La voie de gauche est réservée aux camions. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau bleu carré signale un créneau de dépassement. Ma voie passe d'une voie à deux voies et la limitation de vitesse augmente de 80 km/h à 90 km/h. Le panneau rond bordé de rouge, montrant un camion sur la flèche du milieu, indique que les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler sur cette voie. La voie de gauche est réservée aux camions. Réponse B, non. Cet ouvrier me dit bonjour, réponse A oui, réponse B non, me fait signe de m'arrêter, réponse C oui, réponse D non. Si un ouvrier vous fait signe, il vous demande probablement de vous arrêter. Les ouvriers qui travaillent sur la route sont souvent responsables de gérer la circulation afin de garantir la sécurité de tous. Dans ce cas, l'ouvrier vous fait signe pour indiquer qu'il est dangereux de continuer, notamment à cause de l'absence de visibilité et de la présence des travaux. Cet ouvrier me dit bonjour, réponse B non, me fait signe de m'arrêter, réponse C oui, réponse B et C. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie. Réponse A oui, réponse B non.
Cela peut se produire notamment dans les virages serrés ou lorsque les bus doivent naviguer à travers des espaces étroits. Les conducteurs doivent donc être attentifs lorsqu'ils sont à proximité de bus, en anticipant la possibilité que ces derniers ne respectent pas strictement leur voie. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie. Réponse A, oui. Une fois le moteur allumé, le dernier voyant à s'éteindre avant de partir est le. Réponse A, voyant numéro 1. Réponse B, voyant numéro 2. Réponse C, voyant numéro 3. Le voyant numéro 1 symbolise le préchauffage moteur pour les véhicules diesel. Le voyant doit d'abord s'éteindre avant d'allumer le moteur. Le voyant numéro 2 indique que ma ceinture de sécurité n'est pas enclenchée. Je dois boucler ma ceinture avant de démarrer le moteur. Pour info, même à l'arrêt, si votre moteur est allumé et que votre ceinture n'est pas attachée, vous risquez une amende de 135 € et un retrait de 3 points. En revanche, le voyant numéro 3 correspond au frein à main. Il reste allumé tant que le frein est activé. Puisque vous ne pouvez pas commencer à rouler avec le frein à main, le voyant numéro 3 doit être le dernier à s'éteindre avant de prendre la route. Une fois le moteur allumé, le dernier voyant à s'éteindre avant de partir est le, réponse C, voyant numéro 3. Quel est le numéro de téléphone d'urgence européen? Réponse A, le 15. Réponse B, le 17. Réponse C, le 112. Réponse D, le 114. Pour prévenir les secours en cas d'urgence en France, vous pouvez composer plusieurs numéros. Le 112, c'est le numéro d'urgence européen accessible dans tous les pays de l'Union européenne. Il vous permet de joindre les services d'urgence tels que le SAMU, la police ou les sapeurs-pompiers. Ce numéro peut être composé gratuitement depuis n'importe quel téléphone, même sans crédit. Le 15, ce numéro est dédié au SAMU, service d'aide médicale d'urgence, et doit être composé en cas d'urgence médicale. Le 17, ce numéro est pour contacter la police ou la gendarmerie en cas de problème de sécurité ou d'infraction. Le 18, ce numéro est réservé aux sapeurs-pompiers et doit être utilisé pour signaler des situations d'urgence telles que des incendies ou des accidents. Le 114, ce numéro est spécifiquement destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, permettant de communiquer avec une application ou par SMS. Le numéro de téléphone d'urgence européen est le réponse C 112. Les plaquettes de frein sont situées, réponse A, en zone 1, réponse B, en zone 2. Ce système de freinage est, réponse C, à disque, réponse D, à tambour. Sur l'image, nous voyons un système de frein à disque, identifiable par le disque métallique et l'étrier. Les plaquettes de frein sont les éléments qui pressent contre ce disque pour ralentir le véhicule. Elles sont situées en zone 2, là où l'étrier les maintient contre le disque. Un frein à disque est utilisé pour un freinage efficace et puissant, ce qui est commun avec les véhicules modernes. Les plaquettes de frein sont situées en réponse B, zone 2. Ce système de freinage est réponse C, à disque, réponse B et C. Quel système allume automatiquement les feux de détresse? Réponse A, l'ABS, réponse B, l'affût, réponse C, l'ESP. En cas de freinage d'urgence, le système AFU, qui est l'acronyme de aide au freinage d'urgence, et qui est un système qui détecte un passage rapide de l'accélérateur au frein, amplifie le freinage pour raccourcir la distance de freinage. Afin que les usagers qui me suivent ne soient pas surpris par l'intensité du freinage, les feux de détresse s'allument automatiquement. L'ABS, système de freinage anti-blocage, est un système de sécurité qui empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque,
Il réduit ainsi la distance d'arrêt sur les surfaces glissantes. L'ESP est un système de sécurité qui aide à maintenir la stabilité du véhicule en cas de dérapage ou de perte de contrôle. Il ajuste automatiquement le freinage sur chaque roue et peut également réduire la puissance du moteur pour aider le conducteur à retrouver le contrôle dans des situations critiques. Ni l'ABS ni l'ESP ne déclenchent les feux de détresse. Quel système allume automatiquement les feux de détresse? Réponse B, l'affût, l'aide au freinage d'urgence. Parmi ces équipements, le ou lesquels a ou ont pour rôle principal de réduire les distances de freinage. L'affût ou assistance au freinage d'urgence. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'ABS ou système anti-blocage des roues. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'ABS, système anti-blocage des roues, n'impacte pas les distances de freinage, que ce soit sur sol sec ou glissant. Sa fonction principale est de permettre au conducteur de garder le contrôle du véhicule en cas de freinage puissant en évitant le blocage des roues. Quant à l'affût, assistance au freinage d'urgence, bien qu'il puisse contribuer à réduire le temps de freinage dans certaines situations, son rôle principal n'est pas de réduire significativement les distances de freinage. L'affût est conçu pour détecter un freinage d'urgence et amplifier la force de freinage utilisée par le conducteur, compensant ainsi la tendance naturelle des conducteurs à ne pas appuyer suffisamment fort sur la pédale de frein en situation d'urgence. Parmi ces équipements, lequel a pour rôle principal de réduire les distances de freinage? L'affût, réponse B, non. L'ABS, réponse D, non. Réponse B et D. L'étiquetage des pneus m'indique. Réponse A, leur niveau sonore. Réponse B, leur impact sur la consommation de carburant. Réponse C, leur adhérence sur sol sec. Réponse D, leur adhérence sur sol mouillé. L'étiquette obligatoire des pneus neufs informe le conducteur sur plusieurs éléments essentiels pour la sécurité et l'efficacité du véhicule. L'adhérence sur sol humide, cette information est cruciale pour la sécurité car elle indique comment le pneu se comporte sur une route mouillée, ce qui peut réduire les risques d'aquaplanage. L'influence sur la consommation de carburant. Les pneus ont un impact sur la résistance au roulement. Une faible résistance au roulement signifie généralement une meilleure efficacité énergétique. Le niveau sonore, cette donnée est importante pour le confort auditif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Les pneus produisent un bruit au roulement et ce niveau sonore est mesuré pour informer le consommateur. L'adhérence sur sol sec n'est généralement pas spécifiquement mentionnée sur cette étiquette, car les tests se concentrent principalement sur les conditions humides qui sont davantage dangereuses. L'étiquetage des pneus m'indique réponse A, leur niveau sonore, réponse B, leur impact sur la consommation de carburant, réponse D, leur adhérence sur sol mouillé, réponse A, B et D. La différence d'usure entre deux pneus montés sur un même essieu ne doit pas dépasser réponse A, 5 mm de profondeur de sculpture, réponse B, 8 mm de profondeur de sculpture. Voici les règles à connaître à propos des pneumatiques d'un véhicule. La profondeur des sculptures d'un pneu neuf. Les sculptures d'un pneu sont les rainures sur la bande de roulement. Elles servent à évacuer l'eau entre le sol et le pneu et évitent l'aquaplaning. Sur un pneu neuf, elles font en moyenne 8 mm de profondeur. Les repères de témoins d'usure. Ce sont les symboles sur le flanc du pneu. Ils indiquent l'emplacement des témoins d'usure. Ils sont souvent représentés par un triangle, les lettres T, W, I ou le logo de la marque du pneu. Les témoins d'usure, ce sont les petites bosses à l'intérieur des sculptures du pneu. Ils mesurent 1,6 mm et indiquent la limite d'usure du pneu, la profondeur minimale des sculptures d'un pneu. Ces sculptures ne doivent pas mesurer moins de 1,6 mm. La différence d'usure entre deux pneus.
La différence de profondeur des sculptures des pneus montés sur le même essieu, par exemple les deux pneus avant, ne doivent pas dépasser 5 mm d'écart. Par exemple, je dois remplacer mon pneu avant du côté droit. Comme ce nouveau pneu est neuf, ces sculptures mesurent 8 mm de profondeur. Les sculptures de mon pneu gauche avant mesurent 2 mm. Donc la différence de profondeur entre les deux pneus avant est 8 mm du pneu neuf moins 2 mm du pneu existant est égal à 6 mm, donc supérieur à 5 mm de différence. Dans ce cas de figure, je dois changer les deux pneus avant. Les pneus montés sur le même essieu doivent être identiques, marque, taille ou modèle. La pression des pneus. La pression des pneus est mesurée en bar. Si votre véhicule est chargé, il est recommandé d'augmenter la pression réglementaire des pneus. Il est également recommandé de gonfler les pneus à froid, c'est-à-dire après un court trajet. Les pneus d'hiver, les chaînes à neige ou les chaussettes à neige. Ils sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars dans certaines zones montagneuses ou susceptibles d'être enneigées. Dans ces conditions, vous devez posséder l'un de ces trois équipements à bord de votre véhicule. La différence d'usure entre deux pneus montés sur un même essieu ne doit pas dépasser, réponse A, 5 mm de profondeur de sculpture. À partir de sa 4e année de mise en circulation, un véhicule doit renouveler son contrôle technique tous les 2 ans. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un contrôle technique est une inspection périodique obligatoire d'un véhicule pour vérifier qu'il respecte les normes de sécurité et environnementales. Voici ce que vous devez savoir sur le contrôle technique. Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait avant la 4e année de sa première mise en circulation, plus précisément à partir de 6 mois avant son 4e anniversaire. Donc le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait entre ses 3 ans et demi et ses 4 ans. Puis, il est à renouveler tous les 2 ans. Pour l'achat et la vente d'un véhicule, si le véhicule a moins de 4 ans, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Si le véhicule a plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois pour être acheté ou vendu. Pour les véhicules utilitaires légers VUL comme les camionnettes ou les fourgonnettes, en plus du contrôle technique à réaliser tous les 2 ans à partir de la 4e année, un contrôle anti-pollution doit également être effectué tous les ans. Où trouver la date du contrôle technique? Sur la vignette à coller sur le pare-brise. Sur le procès-verbal du contrôle, c'est le document délivré par le centre du contrôle technique. Sur le timbre autocollant collé sur le certificat d'immatriculation, qui est aussi appelé carte grise. Combien coûte un contrôle technique? De 60 à 90 € environ selon les centres. Les 3 catégories de défauts à la suite d'un contrôle technique. En cas de défaut mineur, pas de contre-visite. En cas de défaut majeur, une contre-visite est à réaliser sous 2 mois. En cas de défaut critique, le véhicule n'est plus autorisé à circuler. Combien coûte une contre-visite? De 15 € à 35 € environ. À noter, en cas de défaut majeur ou critique, vous devez effectuer les réparations à vos frais. Si le contrôle technique n'est pas à jour, en cas de contrôle des forces de l'ordre, vous risquez une amende de 135 € pouvant aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. À partir de sa 4e année de mise en circulation, un véhicule doit renouveler son contrôle technique tous les 2 ans. Réponse A, oui. Chaque verre ou unité d'alcool consommé fait monter le taux d'alcool dans le sang de 0,20 g à 0,25 g par litre. Réponse A, oui. Réponse B, non. Chaque verre servi au bar ou au restaurant représente généralement la même quantité d'alcool pur, soit environ 10 grammes. Cette quantité est appelée verre standard ou unité d'alcool. Donc un verre de whisky contient la même dose d'alcool qu'un verre de bière.
Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool dans le sang de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Ce taux peut varier en fonction de l'état de santé, le degré de fatigue ou de stress. Avec votre permis probatoire, c'est tolérance zéro. Vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool en conduisant. La consommation d'un verre d'alcool représente une unité d'alcool. Cette unité peut être mesurée en taux d'alcool par litre d'air expiré. Un verre d'alcool correspond à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cette unité peut également être mesurée en taux d'alcool dans le sang. Un verre d'alcool correspond à 0,20 g d'alcool par litre de sang. En période probatoire, la consommation d'un verre, c'est-à-dire une unité d'alcool, est une infraction. Vous risquez une amende et une perte de 6 points. Comme vous disposez de 6 points la première année de votre permis, vous risquez une annulation de permis. Contrairement aux conducteurs novices, les conducteurs expérimentés, ayant terminé leur période probatoire, sont autorisés à conduire en ayant consommé un verre standard d'alcool. La consommation de 2 verres ou 2 unités d'alcool correspond à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Cela reste une infraction. L'ensemble des conducteurs risque un retrait de 6 points, une amende et une suspension de permis. À partir de 3 verres, c'est-à-dire 0,80 g d'alcool par litre de sang, vous commettez un délit. Vous risquez d'être jugé au tribunal ainsi qu'un risque d'inscription sur votre casier judiciaire. Ce délit est passible d'un retrait de 6 points, une amende, une annulation de permis et une peine de prison. Rappelez-vous simplement qu'en période probatoire, vous n'êtes pas autorisé à consommer d'alcool et que vous risquez une annulation de permis, en particulier la première année après l'obtention de votre permis. Chaque verre d'alcool ou unité d'alcool consommée fait monter le taux d'alcool dans le sang de 0,20 g à 0,25 g par litre. Réponse A, oui. Ce véhicule transporte. Réponse A, des matières dangereuses. Réponse B, des matières non dangereuses. Les camions transportant des matières dangereuses sont repérables à leur plaque orange à l'avant et à l'arrière. Les numéros du haut indiquent le type de danger et les numéros du bas indiquent de quelle substance il s'agit. En plus des plaques oranges, certains camions transportant des matières dangereuses portent aussi des plaques étiquettes complémentaires, généralement en forme de losange. Ces plaques indiquent le type de danger avec un symbole et une couleur, comme des matières inflammables, toxiques, radioactives, corrosives ou explosives. Ces plaques permettent aux secours de savoir immédiatement la nature du danger, même sans lire les codes. En tant que conducteur, vous devez les reconnaître sans forcément connaître chaque catégorie par cœur. Ce véhicule transporte, réponse A, des matières dangereuses.